Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Leclerc et Associés. Bonjour François Leclerc. Bonjour. Bonjour Paul Lègle. Bonjour. Vous êtes tous deux associés de l'agence, on va en dire davantage tout à l'heure. François Leclerc, on ne vous présente plus, votre agence est emblématique et vous en êtes le père. Car Leclerc et Associés compte aujourd'hui parmi les grandes agences françaises. Sa forme originelle créée dans le début des années 1980 résulte de l'association de François Leclerc et de Fabrice Dussapin. Dès les origines, dans l'ADN de l'agence, nous retrouvons l'alliance des activités d'architecture et d'urbanisme, approche transversale qui demeure aujourd'hui avec en plus le paysage. En 2019, François Leclerc, architecte urbaniste, devient Leclerc Associé avec l'intégration d'Anne-Claire Eberhard, Alexandre Sfintesco, Charles Gallet et vous-même, Paul Lègle, à la direction de l'agence. L'agence compte près de 80 collaborateurs et œuvre sur des projets de grande envergure. Alors, on va commencer par le début, comme d'habitude dans cette émission. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études, vos associés, vos complémentarités ? Ce qui est intéressant, c'est que entre le moment où on a commencé à prendre rendez-vous pour cette interview, on a une personne qui est partie raconter ses propres aventures, Alexandre Fintesco, qui a monté son agence à la suite du confinement. Le confinement a eu des répercussions incroyables. Et du coup, c'est vrai que l'agence, elle s'est constituée depuis longtemps comme un collectif. Donc, dans un collectif, il y a des personnalités qui rentrent et qui sortent, qui participent pendant un temps. Et du coup, ce collectif, finalement, il s'incarne autour d'une méthode qui est insufflée par François Leclerc. Mais du coup, c'était pour reprendre un petit peu qui était autour de François aujourd'hui et qui le sera demain. D'accord. Alors, François Leclerc, votre envie d'architecture, vous vous souvenez quand... Alors, écoutez, moi, j'ai passé mon bac, je crois, en 72. Donc c'était les années 70 un peu fofolles et un peu extraordinaires du point de vue idéologique. Donc ça correspond à ce désir de convergence entre des passions du moment. C'est-à-dire il y avait tout ce qui est de l'ordre du social. En plus de ça, moi j'ai toujours une fascination pour les sciences techniques, les mathématiques, la physique, etc. Donc il y avait une convergence entre le politique, le réel, la mise en équation de tout ce qui nous semblait important à ce moment-là. C'est-à-dire les luttes urbaines, pour parler simplement, les luttes pour vivre mieux, et la fabrication de la ville semblait une matérialisation possible par rapport à de l'idéologie. Oui. C'était l'époque des villes nouvelles. C'était l'époque, c'était un peu après. Enfin, ouais. Les villes nouvelles étaient un peu avant. Ça s'est construit beaucoup pendant ce moment-là. On ne peut pas dire que ce soit ça qui m'est tellement porté. Ouais. Les villes nouvelles correspondaient à un événement très 5e République. C'est-à-dire, c'était la Datar, c'était ces grands événements nationaux sur lesquels on a retravaillé après, à travers la Grande Motte, etc. Donc, c'était effectivement peut-être de regarder la fabrication de la ville peut-être d'une autre manière que celle venant d'en haut, un peu moins colbertiste, quoi. Donc les luttes urbaines à l'époque, c'était plus en rapport avec ce qu'on connaîtrait maintenant, à travers un rapport avec plutôt le socle, le bas. Quand je dis le bas, c'est bottom-up, si vous voulez. C'est plus en rapport avec la ville réelle. D'accord. Alors, vos études ? Alors, mes études, justement, c'était à l'époque venant de province, du Jura, par un hasard un peu compliqué. J'étais à ce qu'on appelait UP4, et qui était une école un peu bizarre, parce que c'était finalement la suite de l'école des Beaux-Arts, donc avec tout ce que ça
correspond comme truc un peu ancien avec les ateliers, les fanfares, les machins, etc. Donc je me suis beaucoup amusé, pour tout vous dire. C'était presque une école négative dans le bon sens. C'est-à-dire, ça m'a donné envie de faire autre chose. C'est-à-dire, c'était avec les grands patrons, alors je n'aurai pas les noms, etc. Mais disons que je me suis beaucoup amusé, j'ai pas beaucoup appris, mais ça m'a donné, au bout de quelques années d'amusement, une très forte envie d'apprendre. Donc à ce moment-là, je suis parti à UP6, qui était l'endroit le plus politique, on va dire, dans lequel j'ai rencontré des profs qui étaient beaucoup plus passionnants. Et à ce moment-là, j'ai fait une sorte de formation accélérée qui m'a permis d'entrevoir beaucoup d'autres choses que l'architecture de la construction simple et classique. D'accord. Vous faisiez partie de la fanfare à UPK? J'ai joué du trombone. Bon. Voilà, il y avait beaucoup de fanfares, je n'étais pas du tout le meilleur. Mais je me suis bien amusé, j'étais géo au club, enfin je fais plein de choses totalement ridicules mais qui étaient amusantes. Moi, je suis ravi d'être là pour apprendre ça. Et comment, après vos études, vous avez été très vite indépendant, autonome? Après mes études, non, j'ai travaillé dans des agences comme beaucoup, donc de manière un peu rapide dans certaines. Et la première était celle de Gérard Grandval, qui est un architecte très singulier que j'apprécie beaucoup et qui a fait entre autres les Choux de Créteil. Donc ça correspondait en même temps à cet imaginaire assez poétique, mais au service on va dire, de la France des villes nouvelles quand même. Puisqu'il y avait les Choux de Créteil, il y avait des choses comme ça, etc. Donc mais en même temps, c'était l'univers de la mode, c'était l'univers de l'art graphique, etc. C'était assez passionnant. Et après, j'ai travaillé longtemps avec Yves Lion, avec lequel j'ai fait pas mal de choses intéressantes. Il m'a appris à construire. Il m'a aussi cultivé, on va dire. On a fait beaucoup de voyages ensemble. Puis on a fait plein de choses très passionnantes, dont des recherches, etc. Donc après avoir travaillé quelques années avec Yves Lion, j'ai retrouvé mon camarade de diplôme qui s'appelait Fabrice Sapin. On avait gagné des concours ensemble de post-diplôme qui s'appelait le PAN, qui est devenu Europan après, etc. Et donc ça nous a permis d'accéder à la commande assez facilement à l'époque. Il y avait une sorte de trajectoire assez évidente par rapport à ça. Et la première commande, c'était... La première commande, ça a été finalement, de manière assez simple, la première œuvre, qui est devenue prix de la première œuvre. C'était un petit immeuble de logement qui se trouve dans le 13e arrondissement, qui existe toujours, qui a été rénové, j'ai vu récemment, et qui était un immeuble très intéressant parce que il y avait une maîtrise d'ouvrage géniale à l'époque, qui avait envie de faire différent. Alors après, l'agence a fait du chemin. Paul Lègle, vous incarnez la transmission? Oui, alors avec aussi donc Charles Gallet, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, avec Anne-Claire Hébrard. Ouais. Donc oui, tout à fait. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis à l'agence. Donc j'ai cheminé beaucoup aussi dans ma tête au sein et aux côtés de l'agence et aux côtés de François. Écoutez, vous faites très jeune. Vous parlez à qui là? Et donc, 20 ans à l'agence, et vos études, pareil, cette envie d'architecture, comment? Alors, l'envie d'architecture, je dirais qu'elle est née avant les études. Quand j'étais petit, en fait, quand j'ai eu le droit de rentrer chez moi tout seul, je devais avoir 7 ans, la première chose que j'ai faite, c'est de ne pas écouter mes parents. Et du coup, j'ai pris un autre itinéraire. Et tous les jours, je passais devant une grande vitrine dans laquelle il y avait une table d'architecte, avec un architecte derrière qui dessinait des choses que je ne voyais pas, avec des dessins magnifiques qui étaient au mur. Alors, ce n'était pas François qui était à la table. Mais du coup, voilà, donc une fois, un jour, il y a un monsieur barbu qui est sorti, qui m'a invité à rentrer dans sa tanière, et je l'ai fait. Bien sûr, je n'avais pas le droit de le faire, je l'ai fait. Et je crois que là, j'ai vraiment eu, enfin je m'en souviens encore, j'ai eu une vraie émotion par rapport à ces dessins qui, à la fois, étaient beaux et qui avaient du sens. Voilà. Donc ensuite, il s'est passé quand même pas mal de temps. J'ai eu une formation très scientifique. Et pour moi, en fait, l'architecture, que je ne connaissais pas du tout, c'était un métier d'artiste. Donc j'ai commencé mes études d'ingénieur dans le bâtiment. Et puis, en fait, au bout d'1 an, 2 ans, plus ça avançait, plus j'étais intimement persuadé qu'il était nécessaire pour moi de devenir architecte. Et à ce moment-là, du coup, je suis allé visiter les écoles parce que je ne connaissais rien.
Donc je suis allé voir les projets, la manière dont les élèves pensaient, dessinaient. Et du coup, j'ai atterri à l'école d'architecture de la ville et des territoires, à Marne-la-Vallée. Voilà, où François, du coup, enseignait aussi. Mais le monsieur devant lequel vous passiez, c'était l'agence François Leclerc ? Non, je ne connaissais pas son nom et tu n'étais pas diplômé, François, encore. Alors comment estimez-vous l'héritage de cette agence emblématique ? Alors moi, je dirais que ce que m'a apporté en fait François, c'est, je dirais, le goût du récit, le goût de la narration, c'est-à-dire raconter des histoires. Quand on fait un projet, chaque projet est une nouvelle histoire qu'on raconte, alors sous des approches différentes, mais voilà, sous l'angle du territoire, parce qu'on est une agence qui travaille sur des échelles très variées, sous l'angle du grand paysage, sous l'angle du site que l'on parcourt quand on commence un nouveau projet, et des émotions qu'on peut ressentir par rapport à un bâtiment, un matériau, un patrimoine, et puis voilà, et puis aussi des aventures techniques, des explorations. Moi, je me suis beaucoup intéressé au bois. Ça fait 20 ans que l'agence fait du bois et du coup que j'évolue aussi avec la compréhension de ce matériau et son évolution technique. Voilà, donc c'est dans tous ces petits ingrédients qui nous permettent de raconter de belles histoires que je pense François réunit tous les architectes de son agence. C'est autour de ces histoires-là. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, l'un et l'autre, vous allez trouver ma question complètement ridicule, d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Oui, il est ridicule. Non, absolument. Non, ce que j'espérais, ce que je souhaitais, c'est une très bonne question, c'est d'être toujours dans l'exploration, d'être jamais dans une histoire unique. Jamais dans des rails, c'est parce que on a la chance de faire une suite de prototypes. Chaque contexte est différent. C'est vrai qu'en plus de ça, on a poussé le bouchon très loin en disant on va changer d'échelle. Ça, c'était plutôt une sorte de passion presque personnelle, de dire il y a les bâtiments, mais il y a la ville qui va avec. Il y a des territoires très larges. Il y a plein de questionnements politiques et sociaux par rapport à ça. Donc, c'est ce que j'espérais finalement, c'est-à-dire c'est cette vie qui est plus que professionnelle, parce que c'est existentiel, qui bouge en permanence, qui change parce que les projets changent. Ce sont des rencontres différentes, des sujets différents, et avec le minimum de recettes, peut-être une expérience, mais pas de recettes. Je pense que la pensée actuelle a évolué aussi beaucoup vers ça, cette espèce d'appréhender l'architecture finalement dans le mouvement. Oui, il y a eu toute une polémique, enfin pas une polémique, mais il y a toujours eu cette relation entre le système des modèles, donc standard à répétition, ou bien de dire que chaque sujet est une aventure, chaque sujet est une réflexion, parce que les acteurs sont différents, le terrain est différent, le climat est différent, etc. Donc savoir comment est-ce qu'on opère entre le côté expérimental et l'expérience. Mais vous ne pensez pas que l'histoire a quand même... Les modèles, c'était beaucoup les années 70, il y avait de l'expérimentation. Il y avait la politique des modèles qui était portée par Chalandon. Ouais. Donc c'était effectivement une époque. Mais le système de modèles, dans la tête des gens, c'est fortement reproduite. Enfin, ça existe très fortement. C'est-à-dire, on voit beaucoup d'architectures qui se ressemblent. Alors ça peut paraître être comme un architecte qui porte une œuvre constante, etc. Mais aussi, il y a beaucoup d'exemples de répétition. C'est ça qui est un peu angoissant dans l'architecture, savoir comment est-ce qu'on se renouvelle, mais toujours en allant un peu plus loin, sans être forcément dans des ruptures pour paraître différent des autres, quoi. Paul Lègle, je vous repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Je dirais oui et non. Alors, oui, parce qu'en fait, les convictions que je pouvais avoir à l'époque, je pense que j'ai eu l'occasion, les opportunités de les porter au travers de projets. Et non, parce qu'en fait, mes convictions, je pense qu'elles se sont précisées, affinées. Je suis peut-être devenu plus exigeant avec le temps. Et donc, je suis toujours aussi en quête soit d'opportunités, d'occasions, de pouvoir les porter. Bon. Donc, on a parlé de vous, de l'humain. Pouvez-vous détailler la manière dont est structurée l'agence et de quelle manière la multidisciplinarité s'exprime-t-elle ?
Moi, ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivé à l'agence, donc il y a 20 ans, on touchait à toutes les échelles. C'était très enthousiasmant. On pouvait travailler sur un projet de 40 hectares ou de 600 mètres carrés. Et du jour au lendemain, on pratiquait ces échelles. Ensuite, je trouve qu'au début des années 2000, le métier d'urbaniste s'est professionnalisé et il est devenu assez particulier, assez spécifique. Et du coup, l'agence a développé aussi d'autres manières de faire de l'urbanisme, d'autres manières de proposer des méthodes. Et on a développé du coup un pôle urbanisme à l'agence, un pôle architecture. Et du coup, un des gros enjeux qu'on a aujourd'hui, nous, Charles et moi, dans cette transmission, c'est de préserver cette multidisciplinarité dont vous parlez, cette transversalité entre ces pôles, pour ne pas les enfermer dans des compétences qui seraient beaucoup moins intéressantes, puisque grosso modo, l'ADN de l'agence, c'est vraiment effectivement ces rapports d'échelle. Donc concrètement, on fait des revues de projet pour toujours informer et tenir tous les collaborateurs au courant des différents projets qui se font. Et puis surtout, on essaie de trouver là aussi des opportunités, des projets pour avoir des équipes multidisciplinaires qui vont pouvoir à la fois travailler sur la grande échelle et le détail. D'accord. François Leclerc, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais c'est-à-dire que dans ce parcours, il y a eu des événements quand même assez importants. C'est vrai que comment passe-t-on d'une échelle à l'autre ? Alors c'est surtout une notion d'envie et de désir. C'est-à-dire je vais aussi travailler sur l'échelle des 100 mètres carrés dont parlait Paul, mais aussi je vais essayer d'explorer les systèmes territoriaux beaucoup plus larges. Ça, c'est très passionnant. Et il y a des événements quand même qui ont transfiguré un peu les choses et l'agence. Il y a l'histoire du Grand Paris. On a eu la chance d'être, depuis 2008 ou 2007, le moment où la consultation a été lancée, de travailler sur cet objet étonnant politique du Grand Paris qui a duré peut-être une étude qui a duré une dizaine d'années. Ça s'est surtout passé sous Sarkozy. C'était un peu en berne sous Hollande. C'est un peu repris sous Macron, etc. Puis c'est éteint. Du point de vue atelier international du Grand Paris, je parle. Mais ça a changé pas mal la donne. Ça a été un moment un peu de grâce, je trouve, parce que ça nous a appris à travailler ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les grandes agences françaises et internationales. Ça nous a appris à travailler aussi avec beaucoup de gens, ce qu'on faisait déjà, mais moins. C'est-à-dire les ateliers, chaque équipe, il y avait une cinquantaine de personnes, dont des sociologues, des artistes, plein de gens. Enfin, c'était la pluridisciplinarité la plus brillante, je trouve, dans tout ce que j'avais connu jusque-là. Donc c'est un événement qui a été relativement important dans le système de l'agence, de dire il y a une sorte de système, d'écosystème, dirait-on, pour dire on ne travaille pas tout seul, on travaille en réseau. Parfois avec d'autres agences d'architecture, mais surtout avec des tas de sachants, de savants sur tout ce qui composerait la connaissance de la ville. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça qu'on est arrivé à toutes les procédures réinventées ? Non. Alors, si vous voulez que je parle des réinventés, c'est vrai que c'est un phénomène assez complexe. C'est-à-dire, je pense que dans l'histoire du Grand Paris, il y a un projet qui s'est fait, par rapport aux 10 équipes, aux 15 équipes, etc. Il y a un projet qui s'est fait, c'est celui de Christian Blanc. Christian Blanc, qui était le ministre qui s'occupait de tout ça et qui avait concocté avec des équipes le métro du Grand Paris. Donc la ligne 15, la 16, la 17, etc., c'était lui. Ensuite, il avait... alors ça a été modifié au fur et à mesure du temps, parce qu'on est passé de 40 stations à presque 80, etc. On a modifié un peu les parcours. Mais finalement, son projet initial, il se fait. Il se fait à coût de 40 milliards, ça va coûter très cher, mais finalement c'est un rattrapage par rapport à ce qui n'avait pas existé pendant un temps fou, c'est-à-dire du transport en commun efficace autour de Paris. Donc c'est un projet qui s'est fait, et le reste, on va dire que ça s'est... toutes les jolies propositions, ça ne s'est pas vraiment fait. Et finalement, dans cette métropole, il fallait quelques actes visibles. C'est-à-dire ça ne pouvait pas rester un projet souterrain. Et ces actes visibles, ça a été entre autres réinventé. Alors je parle surtout de réinventer la métropole, où il fallait des objets qui parlent à tout le monde et qui fassent des points de singularité, des points d'intensité urbaine, etc. Pour dire qu'il se passait des choses. Donc c'est un phénomène, j'allais dire, de coup d'éclat, qui était sans doute utile pour dire qu'il ne s'agit pas que d'infrastructures.
Alors on va passer à vos projets. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de vos projets emblématiques et en cours? Alors par exemple la Grande Motte, Marseille, Nice, Paris, Plaine-Saulnier, La Défense, Reims, Montpellier, il y en a beaucoup. Non, mais ce dont vous parlez, c'est les projets à très grande échelle Ouais. qui sont effectivement, on va dire, cette suite intellectuelle du Grand Paris qui était commencée avant, qui s'est poursuivie, qui s'est encore plus armée, plus fortifiée par rapport à ces nouvelles manières de travailler. Et alors ça a commencé effectivement par Heure à Lille, qui était un sujet très beau qu'on avait avec Jean-Louis Subilot, etc. C'était la suite de Coulas, savoir comment on peut habiter les échangeurs, etc. Ça a été toujours un sujet qui nous a poursuivi finalement de manière assez passionnante. Ça a été aussi tout ce qu'on a fait sur Paris Nord-Est, c'est-à-dire entre la Porte de la Chapelle, Aubervilliers, la Villette, etc. Ce qui a donné McDonald's, ce qui a donné Claude Bernard, ce qui donne maintenant la transformation de la Porte de la Chapelle, etc. Ensuite, ça a été plein de sujets, dont Euromed, qui est un sujet très passionnant, c'est-à-dire cette relation entre cette ville active qui se trouve à l'arrière du panier, je ne sais pas si vous voyez à peu près, c'est-à-dire là où il y a la tour de Nouvelle, la tour de Zaha Hadid, etc. Et puis les quartiers nord, c'est-à-dire savoir comment cette ville de réseau va pouvoir se réinventer, inventer un avenir qui soit un peu moins coincé dans ces réseaux. Donc réexplorer la ville à ce niveau-là, et ça devient, ou c'est extrêmement passionnant, ça continue. Il y a l'histoire de la Grande Motte, effectivement, dont je peux parler, qui est un sujet exploratoire par rapport à un passé. C'est-à-dire on réexplore la mission Racine. Je parlais de Dattard tout à l'heure. C'était, cette volonté gaullienne de dire on va équiper la côte languedocienne pour que les travailleurs n'aillent pas passer leurs vacances sur la Costa Brava. C'est-à-dire comment sur plusieurs centaines de kilomètres, on va inventer une sorte de côte. On prenait l'exemple de la Floride à l'époque, et c'était une vision très optimiste. C'est-à-dire quand on travaille sur un sujet comme ça maintenant, ce qui est passionnant, c'est de se replonger dans l'histoire initiale et de regarder comment ça s'est fait. Alors c'est fait avec des moyens considérables, puisqu'on a changé la côte, on l'a surélevé, on a fait des autoroutes, on a fait énormément de choses. Donc c'est très passionnant, mais ça a donné des objets, dont principalement la Grande Motte. Il y a 5 autres villes qui ont été créées, mais la Grande Motte est la plus emblématique. Et finalement, ce qui est très beau, ou très bien, c'est que cette Grande Motte, elle est très aimée par les habitants. Elle est aussi aimée par des tas de gens maintenant. On est passé de la Grande Motte, la Grande Moche qui a été décriée, maintenant c'est la Grande Mode. Mais maintenant, on a fait des concertations avec 1500 personnes pour une ville où il y a 10 000 habitants en temps permanent. Et ces concertations, c'était extraordinaire parce qu'on sentait tout l'amour d'une ville par rapport à une architecture moderne, une architecture qui avait une volonté d'être différente. Donc on est porté par ça, par une sorte de volonté d'une ville qui doit bien sûr continuer à se développer, parce qu'une ville qui s'arrête, elle meurt, continuer à se développer, mais avec un amour de ce qui s'est passé précédemment à travers cet architecte étonnant qui s'appelait Balladur, et qui a fabriqué cette forme. Comment s'est concrétisé à la Grande Motte votre travail? Je crois que vous avez travaillé avec Franck Boutet dessus. On a travaillé avec une équipe. Là, je prenais à chaque fois, on fait des équipes très larges avec des paysagistes, avec Franck Boutet qui travaille sur l'environnement. On avait travaillé principalement avec lui sur l'ensemble de la métropole de Montpellier pour savoir comment ces territoires. Montpellier, c'est une ville qui est dans le danger par rapport aux épisodes Cévenol, les pluies, les débordements, etc. Donc savoir comment on pouvait, à l'échelle d'une métropole, donc à travers 30 communes qui se rassemblaient, savoir comment est-ce qu'on pouvait répondre à cette notion de risque. Et on a continué sur la Grande Motte, qui n'appartient pas à la métropole de Montpellier, mais qui est très à proximité, pour voir comment cette ville pouvait se développer dans des considérations bien sûr historique, bien sûr environnementale, et puis surtout savoir comment cette ville pouvait devenir plus permanente. C'est-à-dire comment ces objets qui étaient faits pour l'été pouvaient vivre maintenant presque toute l'année de manière normale. D'accord. Donc c'est une belle histoire. Alors, par exemple, ça se concrétise comment? Ça se concrétise dans la reconfiguration des réseaux. La Grande Motte, c'était
l'époque effectivement de la voirie automobile surabondante, c'est-à-dire et tout convergeait vers le port, c'est-à-dire comment le port, que l'on transforme aussi pour le faire encore plus grand, plus beau, le faire encore plus, qui puisse résister aux vagues submersives qui peuvent arriver un jour, etc. C'est de dire comment est-ce que la voirie est plus accueillante à tous les modes doux. Donc c'est replacer cette ville dans le contexte actuel d'un rééquilibrage par rapport à la mobilité. Mais c'est en même temps de dire qu'il faut construire d'autres logements. Et là, il y a 500 logements qui sont prévus. Et de dire comment est-ce qu'on fabrique des logements beaucoup plus grands. Les logements de Balladur, ils ont cette qualité étonnante de forme que l'on connaît, qui sont un peu dans la géomorphologie, de dire que ça va ressembler peut-être aux montagnes qui sont dans le fond, le pic Saint-Loup, etc. Mais c'était surtout des tout petits logements, comme on avait fait peut-être aux Arcs, etc. Des tout petits trucs pour les vacances qui sont difficilement modifiables. Il faut aussi les copropriétés, etc. C'est très compliqué. Donc pour faire une ville permanente, qui est comme un objet très intéressant, un sujet très intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire des grands logements. Donc les 500 logements que l'on va faire, c'est plutôt de dire ils seront grands. Ils seront alors à vue sur mer, etc., garder toutes ces qualités d'espace extérieur, etc., mais pour pouvoir accueillir des familles toute l'année. Alors, espérons que ce mouvement vers la grandeur des logements soit contagieux et se répande un peu partout. Non, mais ça, c'est un combat qu'on mène très fortement actuellement. C'est autre chose. C'est-à-dire, là, c'est les petits logements. C'est-à-dire, il n'y a que des studios des 2 pièces. Donc, on veut mettre des 4 pièces ou des 5 pièces pour dire les familles habitent. C'est pas uniquement des petits studios où les lits se tirent comme des tiroirs. On essaie de faire autre chose à grande motte. Sur ce qu'on propose maintenant dans certaines tribunes, ou certains articles, c'est de dire qu'effectivement, il y a eu une baisse considérable de la qualité du logement, ne serait-ce que pour une question quantitative. C'est-à-dire on a baissé de plus de 10%, enfin 10 mètres carrés plutôt, 10 mètres carrés par logement en moyenne, depuis les années 70, quand j'ai commencé grosso modo. Et en plus, d'après les études qu'on a faites, on est avec Jacques Lucan et Odile Seller, on est beaucoup plus bas que nos voisins, que ce soit les Belges, les Suisses, les Allemands, les Italiens, etc. Donc ça s'est baissé. Alors il y a des tas de systèmes ou des tas d'analyses qui montrent pourquoi on a baissé en surface. Mais l'idée maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses un peu obligatoires. Il y a plein d'exemples qui ont été faits comme ça de manière un peu merveilleuse, comme des projets emblématiques. On fait des grands logements, mais finalement c'est jamais une suite. Et là, je crois que la règle est absolument indispensable. Bon. Paul Lègle, vous auriez quelque chose à ajouter sur la Grande Motte ? En fait, ce qui est intéressant du coup dans l'agence, c'est qu'on travaille sur des échelles très diverses. Après avoir travaillé sur le territoire, on travaille aussi sur une petite halle nautique à la Grande Motte. Ça, c'est amusant. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fabrique des bateaux et du coup de savoir comment on va les accueillir dans un bâtiment un peu iconique. C'est pas si facile de faire sur un site aussi emblématique que la Grande Motte, une halle nautique pour construire des bateaux de luxe. Voilà. On va peut-être enchaîner sur la plaine Saulnier, qui est un territoire du coup qui n'a pas les mêmes capacités de résilience que la Grande Motte, je pense, en tout cas socialement parlant. La plaine Saulnier, c'est intéressant. Alors il y avait 2 piscines. Il y en a une qui sera faite et qui sera faite de manière pérenne. C'est-à-dire elle sera faite. Ce sera pour le water-polo et les plongeurs. Ce qui fait que la jauge n'est pas très importante. La piscine où on fait des 100 mètres, enfin des longueurs, c'est des jauges très importantes. C'est une piscine qui sert qu'une fois pour les Jeux Olympiques, qui n'a pas d'autre vocation plus tard. Donc celle-là, elle va être faite différemment. Ce ne sera pas une installation pérenne. Alors que cette piscine, celle qui va être construite en dur, définitivement, elle a la vocation à recevoir bien sûr des événements, genre championnat d'Europe, etc., parce que la jauge le permettra. Mais surtout, ce sera la piscine de la ville, du quartier, et un peu plus. Ce serait un lieu d'attractivité, c'est-à-dire c'est cette fameuse notion finalement de polarité qu'on essaye de trouver dans toute cette banlieue pour dire qu'est-ce qu'on fait en plus. On a parlé du métro souterrain, il y a des tas de projets qui se font avec les réinventés, etc., etc. Il y a des tas de choses qui vont se passer autour des gares, mais programmatiquement, là c'est exceptionnel. Et c'est ça qui est très bien, c'est-à-dire ça servira pour les Jeux, il y aura un grand cluster autour de l'eau à cet endroit-là, mais il y aura une vraie suite. Avec le quartier qui va avec. C'est 2, 3, 4 qui fait ce projet ?
Oui, c'est 2-3-4 qui fait le projet. Sur ce projet de la plaine Saulnier, vous avez travaillé donc sur tout ce territoire qui est un territoire assez fragmenté, notamment par des voies importantes routières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il y avait une volonté de créer... Ça, c'est un sujet que l'on porte à l'agence depuis fort longtemps. Ouais. C'est comment vivre avec les infrastructures. C'est-à-dire, on a fait à Lille, on était entre les voies ferrées et l'autoroute, etc. Marseille, on est en plein dedans, c'est-à-dire dans le quartier nord, c'est là où arrivent tous les réseaux qui viennent du nord. Finalement, c'est les autoroutes, les trains, les gares, le stockage, etc. On a ça sur tous nos projets. Et ici, en l'occurrence, ça correspond aussi à ça. C'est le croisement de l'autoroute A1 et puis de la 86. Donc savoir comment tout ça se franchit, se traverse, comment on arrive à faire la ville du sol, la ville du rez-de-chaussée, le rez des villes, qui marche avec ça. Donc c'est des notions de passerelle, ça peut être des tas de choses, c'est-à-dire savoir qu'on n'est pas obligé d'enfouir tout ça. On n'est plus à l'âge des très grands travaux. On ne va pas prendre la 86 et la faire en souterrain. Peut-être la 86, elle bougera. Elle bougera, mais dans sa fonction. Peut-être qu'il y aura moins de voitures dessus. Peut-être qu'on va faire tout ça différemment. De la même manière qu'on a travaillé sur l'autoroute A4. Et l'autoroute A4, on avait fait une étude qui va depuis le centre de Paris, enfin depuis l'Arsenal, grosso modo, le bassin d'Arsenal, jusqu'à Disney. C'est voir comment ces autoroutes vont changer à terme. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et finalement, vous me parlez de Saulnier. Ça correspond aussi à cette idée-là. C'est-à-dire que les autoroutes ne sera plus l'objet ignoble du point de vue appréhension populaire que l'on peut connaître. C'est-à-dire, à un moment, c'est d'autres choses qui roulent dessus. Si vous voulez, il y a une grande difficulté, c'est qu'on confond trop le contenant et le contenu. C'est-à-dire, le périphérique, comme la 86, comme les autoroutes, on a une appréhension contre elles parce que les voitures sont polluantes, elles font du bruit, elles vont trop vite, elles sont trop nombreuses, etc. Un jour, quand il y aura une autre manière de circuler, avec des véhicules différents, avec des transports en commun, avec des vélos, n'importe quoi, ce sera une autre appréhension. Donc on joue un peu là-dessus. Et finalement, la plaine Saulnier, ça correspond à ce quartier un peu coincé, avec des réseaux qui existent là, qui sont très beaux, comme un canal. Mais comment est-ce qu'on invente une autre relation à des réseaux prévoyant l'avenir ? Comment passez-vous d'une échelle à l'autre, du paysage urbain ou non, au sujet architectural? Alors moi, je pourrais prendre l'exemple d'un projet sur lequel je suis arrivé à l'agence, c'est le projet de Paris Nord-Est. J'ai travaillé, donc c'était en 2002 quand je suis arrivé à l'agence. J'ai travaillé sur le concours de Paris Nord-Est, donc des hectares de réflexion urbaine et de questions de méthode. Et par la suite, du coup, j'ai défendu aux côtés de François la conservation de l'entrepôt McDonald's, c'est un entrepôt logistique de 600 mètres de long qui est absolument incroyable dans Paris, donc le long des Maréchaux. J'ai travaillé sur une étude de capacité et ensuite, donc l'entrepôt, il a été décidé de le conserver. J'ai travaillé sur un immeuble de bureau en superposition de cet entrepôt. On a fait ça avec Marc Mram. Et donc, du coup, on a pu aller jusqu'à la manière de réinventer l'espace de travail sur la trame structurelle de l'entrepôt existant, travailler sur la modélisature de façade aussi, qui permettait de révéler là aussi l'entrepôt existant. Donc, on peut dire que l'aventure a commencé sur des considérations géographiques, quasiment à l'échelle du bassin parisien, et puis elle s'est terminée sur le dessin du garde-corps. Donc ce changement d'échelle à l'agence, on le fait constamment. Les architectes, ils ont un outil informatique où ils utilisent la molette de la souris et ils zooment et ils dézooment tout le temps. Ils zooment et dézooment, ils zooment et dézooment, ça en est presque pénible quand on les voit. En fait, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on passe notre temps dans notre réflexion à zoomer et à dézoomer. Je voudrais juste un temps pour dire qu'actuellement, on zoome un peu trop. On passe notre temps dans des zooms sur des écrans terribles. Le confinement oblige, pardon. En tout cas, il y a effectivement il y a deux choses qui sont importantes, je pense, dans notre métier. Il y a la pensée et le dessin. Et effectivement, les deux ont besoin de zoomer et de dézoomer. Voilà. Bon. Vous avez choisi de développer la filière bois pour baisser l'impact carbone très probablement. Pouvez-vous nous parler du projet Arboretum et aussi vos autres projets, du coup à l'échelle architecturale ?
Je vais juste faire une petite introduction là-dessus qui m'intéresse parce que c'est le rapport entre la très grande échelle et les constructions bois que l'on fait. C'est-à-dire, quand on avait travaillé sur le Grand Paris, on avait beaucoup travaillé sur le climat, qui devient encore plus évident aujourd'hui. Et cette notion de dire que la ville-nature à grande échelle a une incidence sur le climat d'une métropole, on l'avait calculé avec les grosses machines informatiques de Météo France. Et de dire qu'on pouvait baisser la température globale de l'Île-de-France en travaillant sur la forêt. La forêt est un sujet énorme. Et la forêt, c'est-à-dire replanter tout ce qu'on peut en forêt sans abîmer l'agriculture tellement utile, mais de dire que cette forêt doit être exploitable pour qu'elle soit très valorisable, y compris climatiquement. Et donc, ça m'a toujours passionné de dire on travaille ici et maintenant, de dire que les arbres de l'Île-de-France pouvaient fabriquer le matériau de construction. C'était toujours dans le rapport de telle manière qu'on utilisait la pierre à une époque et qu'on l'utilise toujours, et encore, mais que la pierre ne venant pas forcément de Chine, que le bois, il ne viendrait pas forcément ni d'Autriche ni de Finlande, mais il serait travaillé dans l'Île-de-France. Donc il y a une cohérence entre une approche territoriale sur des notions environnementales et climatiques et la construction que l'on fait actuellement, ou les constructions que l'on fait actuellement. Alors, En parallèle de ça, notre exploration du matériau bois, elle a suivi aussi tout le parcours de compréhension par tous les opérateurs, que ce soit donc du coup notamment la maîtrise d'ouvrage public au travers de grands équipements. Ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a commencé à faire du bois il y a 20 ans, personne ne connaissait le bois. Il y avait une grande méfiance envers ce matériau qui vieillissait mal, etc. C'était le matériau des chalets et puis on pensait tout. Et on a commencé du coup l'aventure du bois sur le lycée de Savigny-sur-Orge. Et sur ce lycée de Savigny, c'est un lycée en site occupé, un très gros lycée, il y avait l'opportunité d'utiliser le bois pour une compétence toute bête, c'est qu'il permet une construction propre, une construction silencieuse, et que du coup c'était l'occasion de proposer une autre manière de faire un chantier en site occupé. Et ensuite, quitte à utiliser ce matériau que nous ne connaissions pas, on s'est amusé à en comprendre les spécificités constructives pour du coup proposer des formes, des spatialités particulières. Donc ça, c'était l'exemple de Savigny où on a fait nos petites erreurs parce que c'était les premières fois qu'on utilisait le matériau. Ensuite, on a eu d'autres projets, parce qu'il faut toujours un projet finalement pour concrétiser un petit peu nos aventures, nos réflexions. On s'est posé la question du coup avec l'INSEP. L'INSEP, c'est un pôle sportif dans le bois de Vincennes. Là, on s'est posé la question de la façade zéro traitement, zéro entretien. C'est-à-dire qu'on a des maîtres d'ouvrage qui nous disent « Ouh là là, ça vieillit mal ». On dit « Ok, très bien, on va s'atteler à la tâche ». On s'est adjoint les services, les conseils d'un ingénieur bois, Dominique Calvi, qui est absolument passionnant et qui du coup nous a aussi emmenés sur le bon chemin du bois. Donc à l'INSEP, on a pu développer une façade qui est bien ventilée, qui sèche bien, dans un bois qui est naturel, qui n'est pas traité. Aujourd'hui, on sait que 15 ans après, on retourne sur le site. Le bois n'a pas pourri, il a grisé, il est magnifique, il n'a absolument pas bougé. Et donc ça, c'était l'apprentissage de l'INSEP. Et puis petit à petit, on s'est dit, bon, tout ça c'est intéressant, mais on a commencé à plus se questionner sur la filière bois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de construire en bois aujourd'hui si jamais nous n'avons pas les compétences ou si jamais nous n'avons pas la matière première. François parlait de la matière première, mais en fait, il y a aussi la compétence. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le nombre de projets bois qui arrivent sur la table puisse être fait avec les compétences que nous avons en France. Donc il y a une montée en compétences encore à faire. Donc là, on s'est posé la question sur le lycée de l'île de Nantes. Le lycée de l'île de Nantes, c'est 2014. Sur le lycée de l'île de Nantes, on s'est dit comment est-ce qu'on va aborder du coup le sujet de la filière bois. On s'est rendu compte que, notamment sur toute la question de la façade, il y avait énormément de bois de tempête. Il y avait du bois de tempête qui était impropre à la construction. Donc là, pour le coup, on s'est dit, bon, on a déjà fait la façade zéro traitement, zéro entretien. Alors on va se poser la question de la façade où on va réussir à anoblir le bois. Donc on a réutilisé du coup le bois de tempête pour en faire la façade du lycée de l'île de Nantes. Donc ensuite, le lycée de l'île de Nantes, c'est un bâtiment qui est en structure bois aussi également. Donc là, on a pu inventer aussi et développer d'autres notions. C'est-à-dire que le bois n'est jamais visible. Il est toujours masqué par quelque chose, soit pour le protéger, soit parce qu'il y a des problèmes acoustiques.
Et du coup, on ne profite pas du bois. Donc là, l'enjeu de Nantes, on se disait, bon, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on fait du bois. On va faire un bois visible dans les salles de classe. Et donc, on a travaillé, on a inventé un système de plancher, un plancher mixte bois-béton, qui comporte en lui-même toutes les vertus acoustiques et qui font qu'on a une sous-face bois structurelle, acoustique, sans aucun ajout et qui se montre comme un domino du coup sur le chantier. Donc ça, c'était une grande satisfaction en fait dans cette évolution de l'appréhension du matériau bois. Et puis vous parliez d'Arboretum. En fait, Arboretum intervient entre guillemets un peu après ces différentes aventures. On s'est dit voilà, dans le bureau, qu'est-ce qui nous reste à explorer sur le bois? Aujourd'hui, le bois dans le bureau, c'est un système de mécano. Le bois, c'est des poutres, des planchers à solives, etc. C'est dans notre univers un matériau qui est très expressif dans sa construction et qui, du coup, génère aussi beaucoup d'épaisseur dans les planchers, qui font que ça freine aussi beaucoup de maîtres d'ouvrage, qui sont aussi pas forcément très lumineux, parce qu'on a beaucoup de poutres, etc. Les poutres, c'est des zones d'ombre, entre guillemets. Donc là, on a développé sur Arboretum un système de bureau avec un matériau qui s'appelle le CLTR, c'est du bois lamellé croisé, c'est-à-dire que c'est des grandes planches de bois. Et on a développé une coupe constructive pour que cette sous-face puisse, être révélée, visible, qu'on puisse en profiter, et qu'elle file jusqu'à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'obstacle à la lumière. Donc on a pu l'expérimenter, puisque du coup c'est un chantier qui est en cours. On a construit un pavillon à Nanterre, voilà, tout à fait. On a construit un pavillon témoin de 600 mètres carrés pour justement consolider un petit peu les recherches que nous avions faites sur cette coupe presque technique du bois. Les utilisateurs du RERA le voient, non? Ce pavillon témoin, c'est ça? Tout à fait. Oui, il est... Non, mais c'est surtout sur Arboretum. Donc, c'est un sujet qui est doublement passionnant. Il y a cette aventure du bois qu'on pousse à chaque projet. Mais en plus de ça, il y a une nouvelle manière de travailler. Donc, ça n'a pas forcément une relation avec le mode de construction, mais l'échelle était importante. La possibilité d'être en relation avec la Seine, avec un jardin, avec la nature, était très, très porteuse. Donc, c'est des bureaux où l'extérieur est prédominant. C'est-à-dire tous les étages sont en relation avec des grandes terrasses. Les terrasses se relient entre elles par un système d'escalier. Tout ça va vers un jardin, tout ça va vers la Seine. Donc c'est un sujet où finalement le travail, non pas dans un sous-sol, non pas à l'intérieur, dans des choses extrêmement normées, mais on est dans la réinvention d'un système où vous travaillez plus nomade, même à l'intérieur des murs, même à l'extérieur, même dans le jardin, etc. Donc dans ces considérations actuelles où on parle tous avec des masques comme ça, c'est aussi une autre manière de faire, de dire je me promène dans le bâtiment et dans le jardin. Mais là, vous aviez un terrain de jeu assez considérable. C'est pour ça qu'avant que ce soit une question technique, c'était quand même déjà pour le coup un vrai questionnement urbain. C'est 12 hectares. Hein. Le site, sur ces 12 hectares, il y a 9 hectares d'ensemble tertiaire et 6 hectares de parc. Donc on est à 2 pas de la Défense, en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que de travailler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de créer une densité active d'espaces de travail, quelle est la place de ces grands ensembles qui peuvent être perçus comme des isolats dans la ville. Voilà, donc toutes ces questions-là, on y a répondu en créant un campus très ouvert sur le paysage, très au contact aussi des cheminements des habitants entre la Seine et les logements. Donc, de requalifier ces parcours. Juste un truc encore, c'est-à-dire, j'ai parlé au début du prix de la première œuvre qu'on avait eu sur un immeuble dans le 13e arrondissement, donc en des années 80, on va dire. Et j'ai parlé d'un maître d'ouvrage qui portait ça, qui s'appelait Lombardini, les RIVP, etc. Donc lui nous a porté par rapport à ce qu'on a envie de faire, qui était différent par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. Et là, il y a encore un des maîtres d'ouvrage, alors c'est Woodéum, finalement, qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire, c'est absolument essentiel de cette puissance ou cette force ou cette conviction qui peut être portée par les maîtres d'ouvrage pour être différent, pour être dans une relation de recherche permanente. Mais j'aime bien mettre ce premier projet et ce projet qu'on est en train de faire actuellement
pour dire, avant tout, c'est une volonté commune entre un maître d'ouvrage et un architecte. Beaucoup de vos confrères disent la même chose. En fait, pour avoir un bon projet, il faut un bon maître d'ouvrage. François Leclerc, vous êtes déjà exprimé il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, sur le risque que représente le glissement de la commande de logements vers des intérêts privés. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais les intérêts privés ont toujours été présents dans le logement. Enfin, c'est plutôt le différent. C'est-à-dire qu'avant, le logement social était porteur d'une innovation. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Tout le monde est un peu sur le même standard. Et puis le privé s'occupe de faire du logement social, etc. Donc il y a une espèce de mélange des genres. Il n'y a plus ce côté prototype qu'on avait à une époque. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à des standards qui sont en train de descendre, j'en parlais tout à l'heure. Et actuellement, le privé correspond à plus de 70% de la production en France. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer principalement pour dire que les normes doivent évoluer. J'en parlais tout à l'heure, mais les promoteurs sont globalement d'accord pour dire que ce qu'ils font n'est pas terrible de ce niveau-là. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que les règles soient communes. C'est-à-dire, quand on se bat sur un appel d'offres, finalement, quand on fait des logements plus petits, on les vend mieux, on les vend plus cher au mètre carré. Donc ces appels d'offres, finalement, ça a tendance à réduire la surface des logements. S'il y a une règle qui est portée par une ville, qui est portée par l'État, ou qui est portée par une instance comme ça, qui dit un logement ne doit pas faire moins de temps, une pièce ne doit pas faire moins de 12 mètres carrés, les cuisines ont une fenêtre, etc., et c'est écrit sur un papier, les promoteurs se battent à armes égales. À ce moment-là, ils vendront un peu moins cher leur logement, et mécaniquement, c'est le foncier qui baissera. Actuellement, le foncier, c'est comme si c'était un truc absolument sacralisé et que la variable d'ajustement, c'est le logement comme surface ou comme méthode de construction, construire un peu pas très bien, etc. Il faut que le politique s'empare du sujet, même le politique local, de dire j'ai une ambition forte par rapport à ça, c'est mes citoyens, voilà, je m'en occupe bien, entre autres par rapport au logement, et j'impose des choses. Et les promoteurs sont globalement d'accord. Comment imaginez-vous ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, le monde d'après ? Enfin, ou qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que c'est pas l'opportunité, justement, le monde d'après, de pouvoir faire évoluer, justement, les mentalités et les règles dont parlait François, c'est-à-dire que finalement, peut-être que cette crise sanitaire, c'est un électrochoc et qu'on peut remettre en question certaines choses, mais il n'y a pas que le logement qu'on peut remettre en question. Il y a encore beaucoup de nouveaux usages à inventer, à développer dans notre manière de travailler, notre manière d'apprendre, d'enseigner. On a travaillé sur de nombreux lycées, dans les lycées aussi, on a besoin de faire évoluer beaucoup les mentalités. Donc, j'ai participé à un colloque sur le lycée du futur il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai ressenti une grande demande de la part des enseignants de bouleverser les codes, les spatialités en fait de l'enseignement. Et à côté de ça, du coup, des opérateurs qui ont encore un peu de mal à s'adapter à ce changement de paradigme. Donc que ce soit dans l'enseignement, dans l'espace de travail, c'est la même chose. Là aussi, on vit un bouleversement. C'est qu'on construisait avant pour des investisseurs qui demandaient de cocher les cases d'un cahier des charges. Aujourd'hui, on construit pour faire venir des collaborateurs, pour les faire venir de loin, pour les garder, parce qu'ils ont parce qu'ils ont une qualité. Et là aussi, c'est un changement de paradigme. Donc que ce soit le logement, les bureaux, l'enseignement, on a l'occasion peut-être aujourd'hui d'aller vers un re-questionnement de ces fondamentaux. Ces changements, ils peuvent largement évoluer de manière territoriale. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la métropole, pour tous les urbanistes, est considérée comme l'alpha et l'oméga de la pensée urbaine. Et on était un certain nombre à dire où est la métropole du lointain ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Alors on a été rattrapé par la crise des Gilets jaunes qui disait nous, dans nos ronds-points de je sais pas où, de l'Oise, de la Seine-et-Marne ou du Perche, etc. Qu'est-ce qu'on devient au milieu de tout ça quand le seul intérêt, c'est de fortifier ce qui marche quand même un peu le mieux, même s'il y a plein de crises à l'intérieur. Et de dire que maintenant, une sorte de
de relation à ces espaces naturels dans lesquels, parce qu'on sait travailler en Zoom, ou bien on veut travailler différemment, ou bien on veut travailler moins, on veut plus être dans ce stress de ces villes trop chères où la circulation n'est pas terrible, etc., et trop polluée. C'est-à-dire ça donne un autre regard par rapport à ce lointain, et c'est ça qui va se mettre en place, qui peut être intéressant. C'est-à-dire, on le voit même dans nos agences, dans nos proches ou dans nos familles, des gens qui s'interrogent pour savoir pourquoi ne pas aller habiter ailleurs. Donc, il va y aura un combat un peu plus équilibré entre les métropoles, toujours aussi attractives pour les raisons que l'on connaît, c'est pour ça que nous sommes là, et puis en même temps une vie un peu plus simple, un peu plus agréable en rapport avec la nature, etc. Je ne dis pas que ça se fera facilement, mais il y a peut-être un rééquilibrage qui va se faire. Bon. Un mot de la fin ? Alors, moi, je dirais ce que je dis aux jeunes diplômés qui nous rejoignent à l'agence, c'est qu'il faut jamais oublier de partager ses convictions. Quand on est architecte, des convictions, on en a. En fait, si on ne les partage pas, elles ne valent pas grand-chose. Voilà, on vit à une époque où c'est très important. Bon, François Leclerc. Le mot de la fin, c'est repenser ses envies de jeunesse en permanence, ne pas les trahir. Écoutez, merci vraiment beaucoup. J'ai été très, très heureuse de vous accueillir. Et nous aussi, content d'être là. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.